En général, un État ne peut être traduit devant ses comités et devoir répondre à ces demandes des États de constater une violation de leurs droits que s'ils ont accepté la compétence des comités de recevoir des communications individuelles ou s'ils sont devenus partie à des protocoles facultatifs qui prévoient ce mécanisme. Et comme je vous l'ai déjà indiqué au cours, mais je vous donne quelques statistiques maintenant, les États sont beaucoup plus prompts à accepter des obligations puis à ratifier des traités qu'à accepter des mécanismes de communication individuelle. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, le Pacte sur les droits civils, 113 États sur 167 au 1er janvier 2011 ont accepté la compétence du Comité des droits de l'homme d'examiner des communications individuelles et ont donc ratifié ou adhéré au protocole facultatif, le premier au Pacte sur les droits civils. Alors, pour les droits économiques, sociaux et culturels, le protocole qui permet des communications individuelles vient tout juste de naître et il n'y a que trois ratifications au moment où on se parle sur les 160 États, et ça va prendre un certain temps parce que ça pose la question de la justiciabilité des droits économiques et sociaux, puis il y a des États qui sont fermement opposés à l'idée qu'un organisme quasi-judiciaire puisse statuer sur la violation de droits économiques et socio-culturels qui oblige un État de faire quelque chose. Mais le traité entrera un jour en vigueur, puis ce mécanisme pourra commencer à s'appliquer pour un certain nombre d'États, mais ça va prendre un bon bout de temps avant de se rendre à 113 là, pour ce qui est de ce protocole. Alors, le protocole sur les femmes prévoit un mécanisme aussi, puis là, il y a 100 sur 186 États qui l'ont accepté. Pour ce qui est de la Convention de la torture, c'est un peu moins, 63 sur 147. Pour les handicapés, c'est 60 sur 90. Et donc, vous voyez, c'est un peu à géométrie variable parce que dans des États comme le Canada qui a accepté la plupart des mécanismes, qui a adhéré au protocole facultatif du Pacte sur les droits civils, par exemple, ben alors nous, les individus canadiens et québécois, on a le droit, après avoir épuisé les recours internes, de porter une affaire devant le Comité des droits de l'homme, par exemple. Mais pas les Chinois, pas les Américains, parce que les États-Unis, la Chine n'ont pas accepté de conférer compétence au Comité des droits de l'homme. Alors donc c'est quelque chose qui est important, qui a ses limites. Et lorsqu'il s'agit de communication individuelle, finalement, ce que fait le Comité des droits de l'homme, c'est d'examiner la recevabilité. Il y a une première étape, a-t-on épuisé les recours internes, est-ce qu'on est vraiment victime? Puis ensuite, il statue sur le fond et fait des constatations. Constatations. Ce ne sont pas des arrêts. Formellement, on ne peut pas dire que c'est des décisions à portée obligatoire parce qu'on constate la violation. Mais il demeure qu'on constate une violation puis qu'on demande à l'État de prendre des mesures pour réparer la violation. Puis plusieurs constatations du Comité des droits de l'homme, par exemple, ont demandé aux États de libérer des prisonniers, de payer des compensations. Alors, c'est important. Puis je vous ai donné un exemple, cette affaire Waldman qui concerne le Canada, qui est une affaire particulière parce que le Comité des droits de l'homme a statué dans cette affaire Waldman en 1999 que le Canada, à travers l'Ontario, violait l'article 26 du Pacte des droits civils parce qu'il discriminait entre les individus qui, en Ontario, avaient le droit d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques publiques payées par l'État et des personnes qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants dans des écoles, par exemple, de confession religieuse juive, parce que le système public ne permettait qu'aux catholiques d'envoyer les enfants et de payer pour eux, alors que les personnes de confession juive devaient éventuellement envoyer leurs enfants dans des écoles privées, devaient payer. Puis le comité a donc statué que le Canada violait ses obligations au titre du pacte et a demandé au Canada de même modifier sa législation, même sa constitution, parce que cette discrimination est enchâssée dans la constitution, puisqu'elle visait à favoriser les catholiques d'Ontario.
c'est quand même osé. Il faut dire que ça n'a pas encore été modifié, la Constitution, puis que l'Ontario n'a pas encore donné suite à la constatation du comité. C'est un peu difficile, vous le savez, je modifie la Constitution au Canada. Et donc, à bien des égards, les constatations ont une portée limitée, mais beaucoup de constatations ont été respectées. Puis, il en va de même pour les constatations faites par le Comité contre la torture. Vous me rappelez dans l'affaire qui concerne M. Assange, il a été question des constatations de violation par la Suède de ses obligations au titre du Comité de la Convention contre la torture et même du pacte sur les droits civils par le Comité des droits de l'homme en raison de l'extradition par la Suède de personnes dans d'autres pays. Et là, donc, il y a eu des constatations de violation. Alors, il y a une grosse jurisprudence du Comité des droits de l'homme, de la Convention contre la torture, du Comité contre la torture. Et il y a une jurisprudence universelle des droits de l'homme qui s'est développée avec les années, qui est important et utile de connaître, surtout qu'elle peut être utile pour interpréter, comme vous allez le voir, nos chartes canadiennes, québécoises, puis elle a été utilisée devant nos tribunaux d'ailleurs, parce que les droits sont formulés de la même façon. Je termine sur les communications interétatiques. C'est pas trop difficile de terminer sur les communications interétatiques, parce que, vous savez, ce mécanisme qui permet à un État de se plaindre contre un autre État, pour la violation par cet autre État des droits qu'il s'est engagé à respecter à l'égard de ses citoyens et à l'égard d'autres, et qui est prévu dans la Convention sur la discrimination raciale, dans le Pacte sur les droits civils, dans la Convention contre la torture, dans le nouveau protocole sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans le protocole sur la discrimination à l'égard de femmes. Il n'a jamais été utilisé. N'étant pas le culot de saisir l'un de ces comités d'experts de la violation par un autre État de ses obligations, de peur d'avoir, j'imagine, des représailles de nature économique ou d'envenimer les relations diplomatiques. Alors, c'est pourtant un recours qui est ouvert parce qu'il y a quand même un certain nombre d'États, par exemple 54. Il est optionnel. Il faut généralement encore là reconnaître la compétence du comité ou devenir partie à un protocole facultatif. Et vous voyez, dans ce cas-là, il y a encore moins d'États qui ont accepté les compétences. Discrimination raciale, 54 sur 174. Pour ce qui est du PAC, 48 sur 67. Torture, 60 sur 147. Mais malgré tout, malgré l'acceptation de la compétence des comités de recevoir des communications interétatiques, il n'y en a pas encore eu une au niveau universel. On va voir qu'il y en a eu au niveau européen. Il y a des affaires fameuses qui concernent l'Irlande du Nord, la Grèce des colonels et d'autres affaires plus récentes qui ont donné lieu à des communications d'un État européen contre un autre. Mais ce n'est pas le cas au niveau universel. Espérons que ça change parce que le Canada pourrait demander aux pays qui ont reconnu la compétence de ces comités que le comité statue sur des violations qui ont lieu dans un autre pays des droits de ses propres citoyens. Mais ça prend du courage et de la volonté, puis les États n'en ont pas manifesté de toute évidence jusqu'à présent. Alors voilà, ça fait, je crois, le tour de la question sur l'examen périodique universel et les autres mécanismes de l'ONU. Vous avez de l'information dans les documents et qui méritent d'être vraiment lus et appréciés pour leur contenu. Je vous rappelle que ce serait utile de lire la résolution 6251 de l'Assemblée générale qui crée le Conseil des droits de l'homme et le mécanisme d'examen périodique, la résolution 5.1 du Conseil des droits de l'homme qui précise les principes, les objectifs, les modalités, le suivi. Je vous rappelle qu'il y a ce tableau sur les procédures spéciales qui aussi est un tableau qui parle par lui-même et qui vaudrait la peine d'être examiné. L'article de Jean-Louis Roy, vraiment c'est quelque chose. S'il y a une chose à lire, c'est bien ça, parce que M. Roy a vraiment fait une espèce de bilan, pas à mi-parcours, parce qu'on n'était pas encore à mi-parcours, ou presque, sur le mécanisme d'examen périodique universel.
L'affaire Waldman, c'est quelque chose qui mériterait d'être lu si vous voulez savoir à quoi ressemble notamment une constatation du Comité des droits de l'homme, puis on pourra comparer ça à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans les prochaines semaines. Et je vous ai aussi, si vous voulez avoir un exemple très concret de comment s'est déroulé un examen périodique, je vous ai mis en lecture optionnelle le rapport du Canada au Conseil des droits de l'homme, les deux compilations établies par le Haut-Commissariat, le rapport du groupe de travail, de la Troïka, et même les réponses du Canada. Et tout ça, ça vous donnerait une idée d'à quoi ressemble concrètement la documentation et les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l'examen périodique universel qu'a subi le Canada en 2009 et qui au terme duquel il a pris de nombreux engagements. Donc il va falloir surveiller, vous et moi comme citoyens du Canada, le respect. Alors, et il y a un certain nombre de sites à consulter. Je vous invite à le faire, soit le site du Conseil des droits de l'homme lui-même, du Haut-Commissariat, et je vous rappelle celui de l'Observatoire de l'examen périodique universel, et l'autre site d'un groupe qui s'intéresse à Universal Periodic Review. Alors voilà, j'espère que ce cours virtuel vous aura été utile dans la compréhension de ces mécanismes. Tout n'a pas été dit. Je reviendrai en salle de cours pour vous donner des précisions et vous rappeler rapidement, faire un résumé de ce que je vous aurais dit. Et je ferai aussi un autre cours sur les institutions spécialisées des Nations Unies et les droits fondamentaux. Et je vous avertirai du moment où il sera affiché sur le site et que vous pourrez le voir sur vidéo. Alors, au plaisir de vous retrouver en salle de cours et à très bientôt.